Salut, c'est Chevalier Chaka. Sujet un peu particulier, quoique tu parles, on a vu que ça sur le net pendant plusieurs semaines. Bon, disons plutôt que c'est une série qui me tient à cœur, plus que tout autre, puisqu'il s'agit de Neon Genesis Evangelion, ou Shinseiki Evangelion, ou Evangelion, comme vous le sentez. Alors bien sûr, ça n'est pas franchement très original de dire ça. Quand on s'intéresse à la Japanimation, et si tant est qu'on ait grandi dans les années 90, Evangelion est un classique sur lequel on est forcément tombé. Tout comme Akira ou Cowboy Bebop par exemple. Un peu comme si un fan de films de SF citait Star Wars ou 2001 l'Odyssée d'espace comme film favori. Bonjour l'originalité. Mais que voulez-vous, des fois on n'est pas original et ce n'est pas non plus un crime. Après tout, j'aime ce que j'aime. Parce que ça peut se résumer ainsi. J'aime Evangelion. C'est une histoire qui dure depuis plus de 20 ans et qui apparaît toujours aussi belle à mes yeux malgré le temps qui passe. La définition de l'amour en somme. Là où comparativement Slayers, je parle de l'animé, prend quand même quelques rides à mesure de mes visionnages. Et probablement que la lecture du light novel a joué, puisque j'attache une importance à découvrir le support originel d'une œuvre. Evangelion étant une série d'abord, il n'y a pas vraiment de comparaison possible avec ma passion pour l'Ina Inverse. Je n'aime pas faire des tops ou autres classements, car je ne considère pas qu'on puisse hiérarchiser le ressenti qu'on peut avoir pour les œuvres qui nous ont marqués, mais s'il fallait en garder une seule, ce serait la série d'Hideaki Anno. Parce que quand le petit Chaka de 12 ans découvre la série en VHS éditée chez Dynamic Vision en 97, il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Pensez bien, on sortait tout juste de Dragon Ball Z et Senseiya. S'identifier à Shinji alors que ton modèle c'est Son Gohan contre celle à l'époque, c'est un peu compliqué. Et pourtant, le personnage m'a vite parlé. Là où un grand nombre l'a rejeté, je me suis rapidement aperçu que je me retrouvais beaucoup plus chez lui, encore plus avec les années qui passaient. Pas pour me faire plaisir, vous pensez bien, mais le fait est que le message résonnait d'autant plus fort. J'étais cet otaku timide et introverti qui n'osait pas se sociabiliser. Evangelion est donc cette série qui m'a accompagné et qui m'a probablement aidé à m'affirmer un peu plus. Ou au contraire, ça m'a encore plus complexé à l'époque et m'a fait perdre plusieurs années. Difficile de trancher, hein. Mais pourtant, aussi fusionnel qu'est mon rapport avec cette œuvre, la tragédie des gens possédés par les Eva, tout ça, je n'en ai jamais vraiment parlé autrement qu'en utilisant des chemins de traverse. Adaptations manga diverses, coffrets DVD, expériences en salle, je n'ai jamais parlé d'Evangelion de façon directe. Parce que mon rapport est devenu trop personnel ? Ou ai-je l'impression que tout a été tellement dit que je ne vois pas quoi ajouter de différent ? La réponse ? On la verra une autre fois, puisque je vais encore en parler de façon détournée. Bah oui, on se refait pas, qu'est-ce que vous voulez ? Parce qu'Evangelion est arrivé sur Netflix il y a peu, et que son arrivée a soulevé moult débats ainsi qu'avis divers. Du coup, sautant sur l'occasion, j'ai attendu que le phénomène se tasse pour revoir tout ça. Vu mon nombre de visionnages au compteur, ça n'urgeait pas la seconde non plus. Et j'ai décidé de faire un peu le point. Est-ce qu'Evangelion mérite d'être nommé comme un classique ? Est-ce vraiment un événement ? L'adaptation de Netflix est-elle honteuse ? Le redoublage français est-il à la hauteur ? Est-ce que les vieux fans prennent vraiment en grippe la nouvelle génération ? Toutes ces questions stériles et sans intérêt auxquelles je vais me faire une joie de répondre. Que voulez-vous ? Je crois que dans le fond, ça m'amuse beaucoup. En soi, c'est peut-être la seule question intéressante. Mais pas pour ce qu'elle est, et plutôt pour la mentalité d'une époque qu'elle exprime. Car au demeurant, la question ne se pose pas. Si on simplifie, un classique se caractérise par le fait qu'il a fait date dans son époque, que son héritage perdure dans les œuvres d'aujourd'hui, et qu'il a passé l'épreuve du temps. Or, Evangelion coche ces 3 cases aisément. Et pourtant, nombreux sont ceux qui voudraient déboulonner le mythe, qui ne serait finalement pas si bon. Et c'est très symptomatique d'une époque qui ne s'intéresse plus beaucoup à ce qui a été, un peu imposée par une société qui voit la culture comme un bien de consommation à péremption ultra rapide, et qui conçoit son avis comme un référent. Sauf que ça ne marche pas ainsi. Bien entendu, vous avez le droit de ne pas aimer Evangelion, d'être parfaitement de marbre et de n'y voir que le produit d'une époque complètement périmée. Sauf que ce n'est pas la vérité. Seulement votre vérité. Et si vous aviez bien écouté, c'est un des messages de la série. On ne peut pas être sensible à tous les classiques qui existent. Mais c'est un peu comme s'ennuyer devant Citizen Kane ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Vous avez le droit. Mais votre avis sur la question, dans le fond... bah on s'en fout. On ne va pas tout remettre en cause car vous pensez que votre opinion est plus pertinente que l'histoire de l'art elle-même. Mais c'est pourtant quelque chose qui s'amplifie dans tous les médiums. Pourquoi ? Peut-être que notre société, toujours plus axée sur l'individualité, en est la cause. Ou bien parce qu'avec une culture qui va toujours plus vite, qui passe d'une hype à une autre, le spectateur a la frustration de voir des séries qui l'ont fortement touché vite tomber dans l'oubli parce qu'elles ont déjà été remplacées par 3 autres. Et il est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps d'apprécier les séries actuelles. Alors se voir rabâcher encore et toujours les mêmes séries alors que son petit favori n'a même pas eu le droit à ses 15 minutes de gloire, ça peut frustrer. À mon sens, les critères sont nombreux, mais si ça peut consoler certains, on disait déjà que la série était surcotée à l'époque.
Maintenant, débattre avec autant d'énergie sur la légitimité artistique d'une série qui a plus de 20 ans, c'est paradoxalement la meilleure démonstration qu'Evangelion est un classique. Un autre élément qui a pu un peu fatiguer la nouvelle génération, voire un peu tout le monde en fait, est à quel point la série a redébarqué en grande pompe, comme si on avait retrouvé l'Arche de l'Alliance, pour finalement constater que en fait, c'est une série qui a 20 ans, hein. Et au demeurant, on ne l'avait jamais perdue. Parce qu'Evangelion en France, on trouve encore le coffret collector en occasion à des prix raisonnables. Et pour les moins fortunés, un coffret discount de chez mes copains d'IDP existe. Bien sûr, on peut s'interroger sur l'absence d'offre streaming légale jusque-là. Mais ça c'est un souci qui s'applique à tous les classiques de l'animation et qui mériterait une vidéo à part entière. Et c'est sûr que l'arrivée de la HD est une petite touche appréciable. Mais le fait est là, Evangelion, n'importe quel passionné d'anime pouvait le voir légalement. La découverte se faisant plutôt du côté du grand public et d'une nouvelle génération de fans. Mais si ce n'avait été que, je ne pense pas que ça aurait fait tant de bruit. Alors, que s'est-il passé? J'ai comme dans l'idée que c'est encore un coup de nos voisins outre-Atlantique. Parce qu'aux États-Unis, Evangelion c'était devenu l'arche perdue au sens propre. Distribué par ADV Films, la société a mis la clé sous la porte en 2009, emportant dans les limbes les droits de la série. Et donc, comme d'habitude dans ce genre de cas, les éditions physiques sont devenues des pièces de collection hors de prix. Quant aux copies illégales circulant sur le net, en plus d'être complexes à trouver, leur qualité laissait souvent à désirer, faisant de la série un Graal de la plus mauvaise manière qui soit, via le culte de l'idole. La série ne devenait pas culte pour ce qu'elle était, mais pour sa rareté en tant que produit de consommation. Dans ce contexte, l'arrivée de la série sur Netflix est un événement. Elle permet effectivement d'enfin y avoir accès simplement et de recentrer les conversations sur la série en soi, et pas sur ce qui gravite autour. Disons juste que l'euphorie qui s'est emparée des États-Unis semble s'être exportée chez nous. La sortie prochaine du film concluant la tétralogie jouant probablement également, alors qu'en réalité, on l'a vu, nous n'étions pas concernés. Tout ceci a donc pu jouer sur l'agacement collectif qui s'est fait quelque peu ressentir. Mais c'est pas grave, hein. L'important c'est qu'ensuite on se soit focalisé sur la série. Pas vrai? Pas vrai? Pas vraiment. Les gens préféraient se focaliser sur tout ce qui n'allait pas autour. Un peu comme je fais en fait. Et dans une certaine mesure, on ne peut pas entièrement leur reprocher. On va d'abord éluder immédiatement les soucis et différences de traduction. Déjà parce que la grosse polémique autour de Kaoru n'existe pas en français, et que si j'émets quelques réserves sur certains choix de traduction et qu'il m'a semblé entendre des contresens, globalement c'est très correct. Voire parfois moins cryptique que la version de Daibex, ce qui n'est pas forcément un mal. J'ai jamais compris cette histoire de lutin. Pour ce qui est d'avoir refait la VF, je ne serai pas bon juge, puisque je ne regarde pratiquement jamais. Je considère que c'est important qu'une série en possède une si l'on veut qu'elle se démocratise auprès du grand public, mais je reste partisan de la VOS TFR. Maintenant, de ce que j'en ai entendu, c'est sans comparaison possible avec celle de 98. Elisabeth Ventura a bien mieux cerné le personnage de Rey que Stéphanie Laforgue, dont l'interprétation robotique me donne encore des frissons. Eva, quelque chose construit par l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Quelque chose construit par Dieu. L'homme est quelque chose construit par l'homme. Les choses que je possède. Et Emily Roll t'offre une partition plus que correcte à Asuka. Par contre, je suis toujours aussi dubitatif en ce qui concerne Laurence Breheret, qui nous livre une Misato totalement à côté de la plaque. Bien sûr, le rôle dont on parle le plus, c'est Pen Pen. Mais pas de souci, puisque Netflix a conservé la voix de Megumi Hayashibara. Non, en revanche, on est l'un des rares pays à pas l'avoir redoublé. Alors, allez jeter une oreille aux versions des autres pays, ça vaut le détour. L'allemand tout particulièrement. Plus sérieusement, c'est bien sûr l'interprétation de Shinji qui nous intéresse. Et c'est Donald Renew qui s'y colle, encore. Ce qui, à vrai dire, me fait pas mal sourire. Ce n'est un secret pour personne, la première VF d'Evangelion était calamiteuse, a priori due à un planning ridiculement serré. Et celui qui s'en est pris plein la tronche à l'époque était ce pauvre Renew, encore tout gamin à l'époque. Une sorte de Jack Lloyd à la française. Pourtant aujourd'hui, l'opinion générale semble en sa faveur. Hop, tout est pardonné. Vous me direz, ce n'était pas vraiment sa faute. Mais on en est à un point qu'il a même été adoubé Shinji officiel sur tous les doublages qui ont suivi. Sauf que si le jeu est sans comparaison possible avec sa première prestation, il a une voix beaucoup trop grave pour le personnage désormais. Dans une interview de 2016 réalisée par Mr. Fox, le monsieur expliquait que ce n'était pas choquant dans les rebuilds, puisque ces derniers décrivaient un Shinji plus mature. Sans être parfaitement d'accord avec cet argument, ça se tenait, on va dire. Mais du coup, quid de ce redoublage Netflix, mon cher Donald? Bref, quelle que soit l'époque, pour moi ce sera non. Maintenant, tout ça ce sont des broutilles comparées au scandale qui a touché tous les pays, sauf le Japon, la disparition de l'ending original Fly Me to the Moon.
Avec comme raison invoquée des droits d'auteur trop coûteux pour l'utiliser. Vous imaginez bien que ça a empêché les fans de dormir. Alors que vraiment, quelle bande de gamins! Il serait temps de grandir plutôt que de s'énerver pour l'absence d'un générique que tout le monde skip de toute façon. D'ailleurs, si vous aussi vous trouvez que c'est absurde de geindre pour ça, eh bien je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Si on peut à la rigueur considérer que l'absence de landing est finalement anecdotique, celle-ci ne s'est pas faite seule, puisque les réorchestrations de ladite chanson qui accompagnaient deux séquences de la série ont disparu également, les laissant sans piste musicale. Ce qui est quand même largement plus problématique. Alors j'ai lu ici et là que ce n'était pas si choquant, que ça ne se remarquait pas, voire que ça apportait une atmosphère intéressante. Sauf que je vous dirais la même chose que pour la notion de classique. On s'en fout. La question n'est pas de savoir si c'est gênant, mais plutôt de quel droit un diffuseur peut se permettre de tronquer une œuvre parce que, désolé, on n'avait pas les sous, lol. Si on croit aux techniques narratives et que les choix musicaux sont faits dans le but précis d'exprimer une émotion ou un sentiment, ce n'est pas à une plateforme de streaming de décider si c'est important ou non. Surtout 20 ans plus tard. Et ça pose la question de savoir jusqu'où ils vont s'octroyer le droit de ce genre de changement parce que c'est économiquement plus intéressant. Bientôt la séquence d'ouverture de 2001 l'Odyssée de l'espace se fera dans un silence intersidéral parce que le morceau de Strauss était trop coûteux? Ou le générique de Star Wars sera remplacé par une version MIDI car Disney faisait une ristourne? La question se pose. Quelle limite à ce genre de pratique? Pouvons-nous accepter ce genre de pratique? D'autant qu'il ne faut pas oublier un paramètre essentiel. Netflix n'est pas une association caritative. Ce n'est pas de la charité. Le spectateur est un client qui paye pour regarder cette série. Et dans une époque où l'on culpabilise en permanence le spectateur autour de la question du piratage, qu'une plateforme légale, dont l'abonnement vient d'augmenter au passage, se permette ce genre de modification, n'est tout simplement pas acceptable. Maintenant, je n'irai pas faire ces comparaisons ridicules entre Evangelion, dont on estime le deal à 3 millions de dollars, et ce qu'a déboursé Netflix pour Friends. Il est évident que la sitcom américaine est un argument plus vendeur et coûte donc plus cher. Néanmoins, quand on s'engage à proposer légalement une série, qu'elle soit culte ou non, le minimum est de la proposer dans sa version authentique. Autrement, on ne vient pas ensuite la ramener sur le piratage qui est injuste, illégal, blablabla. Donc, que penser de tout ça? Dans un sens, je dois l'admettre, cette ferveur, même temporaire, autour de l'œuvre d'Hideaki Anno me fait plaisir, évidemment. Mais la façon dont le retour s'est fait et les questions qu'elle soulève m'empêchent de savourer pleinement l'événement. Et non, je ne parle pas de cette soi-disant guerre entre les vieux fans et la génération Netflix. Je pense que la plupart, moi le premier, sont heureux de voir une nouvelle génération découvrir l'œuvre qui a marqué notre jeunesse. Même si c'est pour s'entendre dire que ça a mal vieilli et qu'en fait c'est nul. Non, je pense que le vieux fan a d'autres chats à fouetter. La disparition progressive du support physique pour le tout numérique est le plus préoccupant. Car si une œuvre aussi importante qu'Evangelion peut se voir altérée pour des causes financières, qu'en sera-t-il des séries moins emblématiques? Jusqu'où se permettront-ils de les modifier au fil du temps? En bref, dans quelles conditions découvrirons-nous le patrimoine de l'animation japonaise dans 10, 20, 30 ans? Si tant est qu'on soit encore vivant, bien entendu. Certes, ma conclusion peut sembler quelque peu alarmiste, mais il vaut mieux se poser les questions immédiatement plutôt que de se réveiller devant le fait accompli. En attendant, moi je garde mon édition physique. Même si les livrets disaient quand même beaucoup de débilité. Ah, tout est sexe dans Evangelion. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine.